Hello et bienvenue pour cette nouvelle vidéo mensuelle qui est la vidéo de mes 3 préférés du mois précédent. Donc là c'est le mois de février qui se termine et en fait on est déjà le 6 mars. Et voilà, faut que je fasse cette vidéo. Je suis un peu blafarde, je suis désolée, la lumière est un peu nulle. Ok, donc c'est peut-être un peu mieux. Je suis toujours un peu blafarde, mais c'est pas grave. Alors, je vais vous montrer. Vous savoir, ce mois-ci ça a été compliqué parce que j'ai eu énormément de belles lectures. Et pour moi, c'est très difficile de choisir. Voilà. Alors, c'est pas grave. Non, ça s'appelle 3 préférés. Mais je dirais qu'il y en a plutôt 9. Aïe aïe aïe. Donc en fait, c'est pas 9 romans, hein, c'est 3 graphiques. Et les romans, je vais vous expliquer pourquoi. Sauf que ça se casse la figure, donc je peux pas. C'est embêtant. Alors, on va commencer par quoi? Par les romans? Allez, c'est parti. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que vous allez voir, je pense, vous aurez sur la chaîne, en fait, avant que cette vidéo sorte, le challenge 7 jours 7 livres, qui s'est transformé en 8 jours 7 livres, je crois. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait vraiment des chouettes lectures à ce moment-là. Et même, les livres sont très courts, mais ils sont vraiment parfois très beaux, c'est des petites pépites. Et comparativement, si vous voulez, voilà, j'ai 3 petits livres que j'ai adorés. Et comparativement à ces bricasses là, bah, pour moi c'est difficile, si vous voulez, de comparer l'exercice d'écriture. Donc j'ai décidé que ce mois-ci, j'allais vous parler de 3 petits bouquins, plus vraiment des beaux livres, des gros livres que j'ai aimés. Donc on va commencer par les petits. Alors, dans ma recherche en fait d'écrivains que j'aime bien lire, il y a Nicolas Mathieu, parce que j'ai découvert l'année dernière dans Leurs enfants après eux, et j'avais très envie de continuer à lire sa plume. Et d'ailleurs, dans un book haul prochain, vous allez voir que j'ai continué à aller découvrir sa plume, parce que j'adore en fait. Donc j'ai mis Rose Royale et La retraite du juge Wagner, qui sont 2 nouvelles dans la collection Babel, Babel Noir. 2 nouvelles de Nicolas Mathieu qui sont sorties, là je crois en poche, ils sont sortis l'année dernière si je dis pas de bêtises, ouais. Rose Royale est sorti en 2019 et ensuite... Ouais, Rose Royale est sorti en 2019, La retraite du juge Wagner est sortie en 2021 et en fait ils ont rassemblé ça chez Babel en 2021. Et c'est bien, je trouve que c'est 2 histoires effectivement qui s'enchaînent bien l'une après l'autre et qui sont effectivement, qui ont une même atmosphère, on va dire. Donc je trouve ça plutôt chouette. Pour vous faire le pitch, ce sont des nouvelles, donc c'est un peu compliqué. On va parler ici de Rose Royale, donc de Rose, ce personnage féminin qui est à peu près la cinquantaine et qui a toujours eu des relations chaotiques et assez destructrices avec les hommes. Là, elle est seule et en fait, elle est pas loin d'être alcoolique, on va dire, puisqu'elle boit quand même énormément. Il est souvent question d'alcoolisme. Voilà, qui commence à s'installer dans les histoires de Nicolas Mathieu. À ce moment-là, si vous voulez, elle retrouve des amis dans un café qui s'appelle le Royal et elle va rencontrer un homme. Et c'est son histoire en fait, son histoire d'amour, on va voir ce qu'elle va en faire, si ça va être bon pour elle ou non. C'est assez mal décrit, mais bon, c'est comme ça. Je vous laisse découvrir. La retraite du juge Wagner, il s'agit du juge Wagner qui est embarqué dans des histoires avec genre la mafia corse. Et en fait, il a jugé il a été juge lors de procès qui ont mis à mal certains personnages qui sont extrêmement forts dans la mafia, forcément. Et donc, ça lui pend un peu au nez de se faire zigouiller. Et parallèlement à ça, il est victime d'un vol. Il est victime d'un vol par une bande de jeunes et en fait parmi ces jeunes-là, il y en a un en particulier qui va se rendre chez le juge et tous les deux vont tisser en fait une relation assez respectueuse, assez intéressante. Et voilà, on va savoir ensuite ce qui va se passer. Et voilà. Donc ce que j'aime, c'est l'écriture de Nicolas Mathieu, ça c'est sûr. J'aime beaucoup. J'embarque tout de suite en fait dans ce qu'il me raconte. Ça me fait pas forcément du bien quand je le lis parce que il s'est appuyé là où ça fait mal.
pour tout un chacun. Je pense que tout un chacun peut se reconnaître dans certains traits de caractère. Et puis à côté de ça, il raconte une histoire vraiment, et moi ça m'embarque, donc j'ai adoré. J'ai lu en one shot dans le train L'échappée belle d'Anna Gavalda, que j'ai relu en fait. Et j'en gardais pas de souvenir. C'est marrant, hein, aucun souvenir. Et pourtant, qu'est-ce que j'ai aimé, effectivement, cette histoire aussi, cette tranche de vie de frères et sœurs à l'âge de transition entre 25 et 35 ans. Certains, il y a une jeune femme qui a un enfant, un homme qui est marié à une femme qui est assez terrible, et une jeune fille qui a justement un âge de transition où elle sent qu'il faut qu'elle grandisse alors qu'elle est encore ancrée dans cette jeune adulte, l'âge de jeune adulte. Ils se retrouvent pour aller à un mariage d'une tante ou je sais pas, voilà, dans le côté de la maman, et puis ils n'ont aucune envie d'être là et ils ont envie d'aller retrouver leur frère qui est plus jeune d'ailleurs, et ils y vont. Ils décident de tout de tout plaquer le jour du mariage où ils sont censés être là, et ils s'en vont tous les trois pour retrouver leur frère. Et donc c'est ce partage, c'est ce moment de grâce avant la suite, et j'ai trouvé ça très très beau. Il y a plusieurs passages qui m'ont vraiment touchée sur la fratrie et les sentiments. Ça m'a vraiment touchée, j'ai été émue, et je vous le conseille. Si vous ne connaissez pas Anna Gavalda, vous pouvez commencer par celui-ci, il est vraiment très beau. Et dans le troisième, j'ai mis ce recueil de nouvelles de Claire Castillon que j'ai découvert par ce livre. Donc c'est Insectes, et c'est aux éditions Fayard. La couverture est très belle. C'est une photo de Patrick Swirk, qui est un photographe que j'aime beaucoup. Ce livre, je l'ai trouvé dans une boîte à livres, et la couverture m'a vraiment intriguée et plu. Et à l'intérieur, ça m'a beaucoup plu aussi. Il y a, je dirais, une quinzaine de nouvelles qui parle à chaque fois de la relation mère-fille, la volonté d'avoir des enfants, le désir d'en avoir, la difficulté d'en avoir, le fait qu'on nous impose d'avoir des enfants et qu'on n'en veut pas, la relation qui peut être toxique entre une maman et sa progéniture, ou inversement entre un enfant et sa mère. Il est aussi question d'inceste, justement dans la nouvelle qui s'appelle Insectes. Ensuite, voilà, enfin vraiment il y en a plein. Il y a vraiment plein d'histoires, et j'ai aimé toutes les histoires. Il n'y en a pas une que j'ai pas aimée, que j'ai pas trouvée intéressante. J'ai trouvé que c'était bien écrit, que c'était percutant. En plus, elle nous emmène d'une façon... on arrive direct dans une histoire de vie, et on découvre cette partie-là de la vie. Et à chaque fois, chaque nouvelle est vraiment une histoire où on retrace peut-être rapidement en fait une vie, une relation, et à la fin il y a toujours une conclusion, quelque chose qui se passe pour conclure l'histoire. Et j'ai trouvé que c'était vraiment fait d'une façon intelligente. J'ai vu qu'elle écrivait aussi, là j'ai vu qu'elle avait sorti un livre sur le harcèlement, et qui est à destination des enfants, des plus jeunes. Et je pense que ça peut être vraiment intéressant. La dernière fois que je suis allée chez Gibert, je me suis dit tiens, peut-être qu'il y a des choses d'elle. J'ai envie d'aller découvrir ce qu'elle a écrit d'autre, parce que j'ai beaucoup aimé. Et je vous le conseille. Celui-là, il date un peu, ça date de 2005, je crois. Belle cette couverture. Voilà, donc ça, c'est les 3 petits livres que j'ai aimés. Cette vidéo va être longue, on va essayer de se dépêcher. Alors, dans les 3 gros livres, eh ben, j'en ai mis 4. J'en ai mis 4, bah oui, j'ai pas su choisir. J'ai vraiment eu des très belles lectures. J'ai eu vraiment des coups de cœur, ou des pseudo coups de cœur, et donc, faut que je vous en parle. Donc, c'est pas grave, hein, il y en a plus, c'est pas grave. Je vous en ai parlé, je vais aller très vite parce que je vous mettrai peut-être les i vers les carnets de lecture où j'en parle plus précisément. J'ai adoré Une vie entre deux océans, ouais, de M.L. Stedman, qui se passe en Australie, qui a été adapté au cinéma. Et on y retrouve Tom Sherbourne, qui revient de la guerre et qui a été quand même assez traumatisé par la guerre. C'est un solitaire, il a vu beaucoup de ses amis mourir, et il se retrouve gardien de phare sur l'île de Janus, et il y est pas mal. Même si c'est difficile, il y est pas mal. Il va retaper le phare, il va vraiment lui donner une nouvelle vie.
Et quand il retourne sur le continent, il est dans une famille où il va rencontrer une jeune femme. Cette jeune femme va rentrer dans sa vie comme un ouragan et elle va l'aimer. En fait, elle va un peu s'imposer à lui, mais lui, en fait, finalement, ça lui fait du bien. Hein. Donc, il va en fait l'emmener sur l'île avec lui. Ils vont se marier et voilà, ils vont commencer à vivre ensemble tous les deux. Et puis finalement, ils ont vraiment envie d'avoir des enfants et ils ont beaucoup de difficultés pour en avoir. Ça va être une grande partie de l'ouvrage où on va expliquer ce désir d'enfant et la difficulté d'en avoir. Donc, trigger warning si vous avez des difficultés à lire des passages qui parlent de grossesse qui n'aboutissent pas et en plus c'est très bien détaillé. Je vous invite éviter de lire ce livre. Voilà, donc ils vont pas pouvoir avoir d'enfants et un jour, une barque s'échoue sur la rive de l'île de Janus et dans cette barque, il y a un homme qui est mort et un petit bébé, une petite fille qui est vraiment toute petite, qui a 3 mois et qui pleure. Et au lieu de déclarer cette arrivée, la femme, Izzy, elle va demander en fait à Tom de ne pas le déclarer. Et elle va dire, finalement, je suis sûre que les parents sont morts, on va garder cette petite fille. De toute façon, elle était enceinte et elle a eu... en fait, elle a perdu son bébé 3 mois avant, donc ça tombe pile poil, ce bébé pourrait être le sien, et ils vont le garder, et ça va avoir des répercussions sur leur vie. Ce que j'ai aimé, c'est l'histoire assez tragique de ce couple et de cette envie d'enfant qui est extrêmement forte, mais qui a des conséquences. C'est très très beau, sans jugement, c'est écrit sans jugement, c'est écrit sans chichi. Il y a des descriptions super belles, c'est vraiment très bien écrit. J'ai été vraiment embarquée dans cette histoire et la fin m'a vraiment, la fin m'a vraiment, vraiment émue jusqu'aux larmes. Donc j'ai beaucoup aimé. Voilà, vraiment, c'est un coup de cœur. Je vous le conseille. J'ai lu en lecture commune, dans le cadre de l'année asiatique, on a lu Les vestiges du jour de Kazuo Ishiguro, qui est en fait un auteur japonais mais qui vit en Grande-Bretagne. Qui a écrit énormément de choses, et d'ailleurs je pense que je vais aller relire sa plume parce que j'ai envie d'aller découvrir autre chose. Donc Les vestiges du jour, c'est vraiment un de ses chefs-d'œuvre qui date de 1989, quand même. Et qui va retracer l'histoire de ce majordome qui s'appelle Stevens, qui doit avoir maintenant 50-60 ans, et qui a vécu en fait sa vie de majordome au moment entre l'entre-deux-guerres, avant la Seconde Guerre mondiale, et il a vécu dans cette maison anglaise très réputée, près de Lord Darlington, qui était un aristocrate qui était un peu, enfin comment dire, pas un peu, ouais, diplomate. Donc si vous voulez, il invitait chez lui de nombreux politiciens et il parlait beaucoup des prémices de la guerre, et il a été engagé dans des histoires politiques un peu louches qui fait que ça s'est pas bien passé pour lui par la suite. Et Stevens raconte l'histoire de cette maison, il raconte l'histoire de cette maison et justement des personnages politiques qui viennent. Et en fait, il repart dans le passé. On l'accompagne pendant un voyage, un de ses premiers voyages, parce qu'il n'est jamais parti des maisons dans lesquelles il a exercé son métier. Et il part pendant un voyage un peu particulier, et en fait, il revient sur son passé, il raconte l'histoire jusqu'au jour où ça se passe, quoi. Et on va aussi raconter l'histoire du côté des coulisses, non, du côté des domestiques et des personnes les personnes qui travaillent derrière, en fait, qui travaillent dans les cuisines, qui travaillent dans tout ce qui est les coulisses, quoi. Donc on va avoir notamment Miss Kenton, qui est l'ancienne gouvernante, qui a passé un peu de temps dans la maison, mais qui ensuite est partie, et la relation un peu particulière que Stevens a pu avoir avec lui. Il y a aussi la relation avec son père, et petit à petit, on va comprendre qui est cet homme qui a dédié sa vie à son travail et non pas vraiment à sa propre vie, et qui se retrouve aujourd'hui dans une situation où il faut qu'il fasse un bilan et il faut qu'il arrive à comprendre ce qui s'est passé et à l'accepter. Et c'est extrêmement beau, c'est plein de retenues, c'est plein de non-dits, une sorte
de réflexion de tout ce qu'il a pu manquer, rater, sans vraiment se l'avouer, tout ça pour pouvoir maintenir sa dignité de majordome. Et c'est extrêmement beau, d'un point de vue historique c'est très intéressant, et voilà, vraiment coup de cœur pour cette écriture et ce livre que l'histoire je la connaissais parce que je l'avais déjà vu en film et adoré, et le livre est tout aussi bien, voire mieux, donc je ne peux que vous le conseiller. Et alors pour le troisième dans les grosses pavasses, j'hésite. Et j'hésite encore aujourd'hui parce que j'aime tout autant. La vie invisible d'Addy Larue de V.I. Schwab et le premier tome de la première époque, enfin les 3 premiers tomes de la première époque de l'Assassin Royal de Robin Hobb. Je vais pas vous faire le résumé de ce récit fantastique, moi je vous emmène directement vers les différents carnets de lecture, les derniers que j'ai pu faire entre janvier et février, où j'ai écouté en grande partie l'histoire en livre audio. Et j'ai adoré le second tome. J'ai adoré la façon dont le personnage de Fitz, qui est le personnage central, évolue assez rapidement finalement. Ce personnage qui n'a pas choisi en fait son sort petit à petit comprend comment est-ce qu'il peut être impliqué de façon de plus en plus autonome dans les intrigues politiques des 6 duchés. Voilà, il doit petit à petit, il doit apprendre à manier l'art. Il a aussi en lui ce qu'on appelle le vif. Le vif, c'est en fait, il est en osmose avec des animaux, notamment la relation très forte qu'il a avec un loup, avec des chiens d'abord, puis ensuite avec un loup. C'est vraiment très très intéressant. Et l'art, c'est une autre magie qu'il a beaucoup plus de mal à appréhender, mais finalement, petit à petit, il va y arriver. En tout cas, il va la subir, puis ensuite, peut-être à la fin de cette pavasse, on sent qu'il se passe des choses. Et c'est très très chouette, c'est très très intéressant. C'est pas totalement un coup de cœur, mais c'en est pas loin. J'aime beaucoup. Je trouve ça quand même assez froid. Je trouve que c'est un univers extrêmement froid. Je pense que c'est pour ça que je peux pas dire que c'est totalement un coup de cœur, mais le second tome, vraiment, j'ai adoré. J'aime beaucoup le personnage de Vérité, le personnage de Molly. Il est pas mal, mais j'aimerais un petit peu qu'il se passe des choses un peu plus... En fait, il a une histoire d'amour avec une femme, il lui cache complètement qu'il est l'assassin du roi, et il y a un moment où il va être obligé, en fait, d'avouer qui il est, parce que sinon il pourra jamais avancer, et surtout on va l'obliger en fait à se marier alors que lui il en a pas envie. Donc il va falloir qu'il se passe des choses. J'ai très envie d'écouter la suite pour savoir ce qui va se passer. Sinon je vous ai pas dit, mais donc l'assassin du roi, le roi c'est le roi subtil qui est assez, il est pas loin de mourir en fait. Et il est vraiment très très vieux et très abîmé, complètement drogué. En fait, il est manipulé, mais il peut artiser avec le prince Vérité. Et voilà, il y a vraiment des intrigues politiques extrêmement intéressantes. Tout ça lié avec de la magie. J'aime beaucoup cet univers, et j'ai la suite en livre et je vais le lire prochainement. Mais j'avais envie de faire un petit break parce que j'en ai vraiment écouté 3 d'un coup, mais je pense que je vais le terminer prochainement. Je pense que je le reprendrai peut-être le mois prochain, ou alors dès que j'ai mon prochain crédit audio, peut-être, je vous dirai. Enfin, je vous conseille vraiment. Oh là, vous bougez, j'arrive plus à les remettre. C'est pas grave. Et sinon, La vie invisible d'Addy Larue, que j'ai lu dans le cadre du Readathon. Je vous mettrai le lien aussi si vous voulez aller voir, en fait, 24 heures de lecture. Je l'ai terminé. Pardon, il y a de la poussière qui a volé. J'ai terminé dans le cadre du Readathon. Et j'ai adoré le lire, c'était vraiment très agréable à lire, très simple, c'est du young adulte. Donc c'est quand même assez léger. Et ce que je lui reproche un tout petit peu, c'est justement d'être du young adulte, c'est-à-dire de ne pas forcément aller vers un public un peu plus adulte et aller vers des réflexions un peu plus poussées sur des thèmes qui sont pourtant très intéressants, sur l'envie de liberté, la mort. Il y a beaucoup de sujets qui sont assez profonds, qui sont abordés dans ce livre.
comment est-ce qu'on peut vivre sa vie. En fait, je ne vais pas forcément vous raconter l'histoire, vous connaîtrez. Je vous mettrai le lien si vous voulez vers le résumé, parce que sinon la vidéo va être très très longue et j'ai pas envie. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé l'écriture de V.I. Schwab et je vais y retourner parce que là, j'ai précommandé son prochain livre qui s'appelle Galant et je pense que je vais le lire pour le mois de la fantaisie, il y a des chances. Voilà, mais donc là, quand même que je vous raconte rapidement, on est sur l'histoire d'une femme vers 1700 qui est dans l'obligation de se marier mais qui ne veut pas, qui ne comprend pas pourquoi on l'oblige et qui va en fait aller supplier dans les bois les esprits de l'entendre et de la sauver de cette situation qu'elle ne veut surtout pas. Et comme elle le prie en fait à un moment où le soleil se couche, c'est des mauvais esprits qui ne peuvent qu'apparaître. Et là, c'est même Lucifer qui va arriver. Et donc, elle va faire un pacte avec le diable sans vraiment le vouloir. Elle va exprimer la liberté totale. Et le fait de pouvoir mener sa vie sans qu'on le fasse à sa place et sans qu'on puisse lui dire quoi que ce soit. Et le diable va lui dire ok, d'accord, très bien. Mais il va pas forcément entendre la même chose que ce qu'elle veut dire à cet âge-là, puisque elle est jeune et elle n'exprime pas, elle comprend pas qu'elle joue sa vie. Et en fait, il va la rendre éternelle, mais au prix du fait que personne ne peut la reconnaître. C'est-à-dire qu'on la voit, on peut parler avec elle, mais si on détourne le regard et qu'on regarde ailleurs et qu'on fait autre chose, si on revient vers elle, on ne sait plus pourquoi elle est là, on ne sait plus qui elle est, donc on l'oublie tout de suite en fait. Personne ne peut se souvenir d'elle en fait. Voilà, donc elle vit, on va la suivre pendant 300 ans, elle va tenir le coup. En fait, le diable lui vient la voir régulièrement pour lui dire je peux te sauver de cette situation si tu me donnes ton âme. Et en fait elle ne veut pas, dit la rue. C'est un personnage assez fort, un personnage de femme assez fort qui veut se déjouer du diable et en fait va se tisser une relation entre le diable et elle qui est vraiment très intéressante sur voilà, qu'est-ce qu'on fait quand on est obligé de vivre dans ces conditions. Est-ce qu'on plie et on décide d'abandonner son âme, ou est-ce qu'on continue malgré tout et on essaie de vivre cette vie qu'on n'a pas choisie. Et c'est ce qu'elle va faire. Ça va pas être facile et c'est ça qui était chouette dans l'histoire. Et puis un jour, elle va rentrer dans une librairie, elle va voler un livre. Et puis le libraire va lui dire mais non mais tu m'as volé un livre ça, et puis bon, il va avoir pitié d'elle. Le lendemain elle revient dans la librairie, elle essaie d'échanger ce livre pensant que qu'il va pas se souvenir d'elle. Elle dit mais moi je me souviens de toi, tu vas pas, c'est quoi cette histoire que tu me racontes, ce livre tu me l'as volé la veille. Et là c'est assez incroyable puisque quelqu'un se souvient d'elle, elle va essayer de comprendre pourquoi et qui il est, et voilà, donc c'est cette histoire là. Une histoire d'amour. Il y a beaucoup d'histoires d'amour racontées dans ce livre. Il est question beaucoup d'amour, de vie, de mort, pas de morale, mais un petit peu de savoir... non, pas vraiment de morale, parce que justement, il y a des choses qui sont un petit peu limites. Mais voilà, donc c'est l'histoire d'Adi Larue, un peu originale, cette histoire hors du commun, que je vous conseille de lire à tout âge, hein, parce que vraiment, c'était chouette. Je vous dis, j'aurais juste voulu que ça aille un tout petit peu plus loin, mais c'était franchement assez bien. Je pense que je le ferai lire à mes enfants dès qu'ils auront l'âge. C'est-à-dire, ils pourraient s'y mettre bientôt, mais ils sont un petit peu flemmards de la lecture. Donc, voilà. Allez, on termine avec les 3 préférés des graphiques. J'ai mis les 4 premiers tomes de Kennen, parce que c'est une saga que j'aime énormément. J'ai relu le premier, j'avais pris les 2-3 à la bibliothèque, et du coup j'ai racheté les 4 premiers, enfin j'ai racheté les 3 derniers, et je vais continuer la saga parce que j'adore. C'est une histoire de Kakuen. Ce petit jeune homme là est un Kakuen, c'est un homme singe, vous voyez, il a une queue de singe, et il va rencontrer ce personnage de chien magique, va se tisser une relation amicale étrange entre eux, puisque lui en fait est censé tuer le Kakuen, parce que les Kakuen sont réputés, et c'est vrai, pour enlever des femmes humaines et se reproduire. Et en fait lui il n'a pas du tout envie de faire ça. Il se retrouve dans une situation où au lieu d'avoir une femme
il a un chien. Et au début, il ne voit que le chien, mais en fait, ce chien peut se transformer en homme chien. Et il y a une relation très marrante, très tendre et marrante entre eux. Et l'histoire évolue assez bien, et vraiment très intéressante. On a envie de savoir ce qui va se passer. Est-ce que il va continuer à perpétrer cette terrible obligation de devoir kidnapper des femmes pour se reproduire, ou qu'est-ce qui va se passer, quoi, parce que ça va être compliqué, surtout qu'il a une histoire un peu originale. Donc voilà, il y a beaucoup de magie, il y a beaucoup d'amitié, d'amour, d'histoires avec d'autres personnages aussi qui sont très forts. Ça me plaît beaucoup, donc je peux que vous conseiller. Là, je vous ai pas dit, c'est écrit par Fuetsudo et Ishimura Hitoshi, et c'est chez Doki Doki. Hop. Et puis j'ai mis également Tomie de Junji Ito. Là, c'est aux éditions Mangetsu, et c'est cette version reliée que j'ai eue pour Noël et j'ai adoré. Alors c'est de l'horreur manga. J'ai eu du mal à aller dedans, et finalement, mais qu'est-ce que j'ai adoré. Ça m'a fait rire, ce que je vous ai dit, mais en même temps, c'est super parce qu'on voit l'évolution du dessin. C'est le premier livre que Junji Ito a commencé à écrire, et qui lui a permis de décider de changer de métier, parce que je crois qu'il était prothésiste dentaire. Et puis, il s'est dit que finalement, il allait faire ça, quoi. Et son personnage de Junji Ito, le personnage de Tomie, est cette jeune femme qui, en fait, est éternelle, et en fait, pousse tous les hommes, en fait, à devenir complètement fous d'elle, à tel point qu'ils ont envie de la démembrer et de la tuer. Et ensuite, à chaque fois, elle renaît de son sang qui coule, et elle peut renaître des milliards et des milliards de fois sous des formes bizarres. Mais en tout cas, il y a vraiment un effet de tentation, de désir. Et puis, tu as toujours des personnages qui sont acculés, et puis qui vont penser différemment, qui vont essayer de ne pas se faire avoir. Et voilà, donc c'est vraiment une super histoire d'horreur, quoi. Je vous invite à découvrir. Moi, j'ai envie de découvrir autre chose de Junji Ito. Je sais qu'il est parfois décrié, mais moi, pour le moment, j'aime beaucoup. Donc j'ai envie d'aller voir ce qui a été fait d'autre, ce qu'il a pu faire d'autre. J'en ai vu d'autres à la Fnac. On est allé à la Fnac avant-hier avec mes enfants. J'avais envie, mais je n'ai pas craqué. Enfin, j'ai craqué pour d'autres choses, mais pas pour ça. Prochainement, peut-être. Et dernier coup de cœur, In Waves de Aj Dungo chez Casterman. Cette BD m'a remué le cœur et en a fait une crêpe. Voilà. C'est une BD avec deux histoires. L'histoire qui est une histoire biographique, une autobiographie racontée par Aj Dungo pour cette jeune femme qu'il a aimée et qu'il a suivie jusqu'à la mort, puisqu'elle a eu un cancer généralisé très jeune. Et c'est lié également à l'histoire du surf, parce que Aj Dungo, j'arrive pas à le dire, est quelqu'un qui adore le surf et qui va raconter en parallèle l'histoire du surf. Et on pourrait croire que c'est étonnant comme de lier ces deux histoires, mais finalement ça passe super bien. Je trouve qu'il a réussi à faire quelque chose d'assez original. On se laisse naviguer de l'un à l'autre, un peu comme les vagues, vous voyez. Moi, j'ai eu l'impression vraiment de sentir les vagues. Et puis, cette histoire d'amour est tellement belle. On sent qu'il y a eu vraiment tant d'amour entre eux, tant de respect, tant de désir de survivre. Et c'était très très beau. Et l'acceptation le deuil aussi à la fin, c'était extrêmement poétique. J'ai aimé la simplicité des dessins, je peux vous montrer un petit peu. On est vraiment sur un trait très très simple. Alors en marron, là on est sur l'histoire du surf. Il y a certains personnages en fait dont on retrace l'histoire. Et puis il va revenir sur son histoire d'amour avec cette jeune femme. On est dans les planches qui sont bleues. Donc en fait il y a quelque chose de très graphique, très simple. Et pourtant, avec des dessins... alors, on voit peu les visages, mais le texte appuie vraiment l'histoire.
même s'il y a vraiment, en fait, on a vraiment très peu de dialogue. C'est vraiment narré d'une façon particulière, je vais le faire tomber. Et c'est vraiment très très beau. Donc je peux que vous le conseiller, je pense que j'en ai pas très bien parlé, mais c'est pas évident de raconter cette histoire. En tout cas, voilà, j'ai très envie que cette personne écrive d'autres choses. Pour le moment, c'est pas le cas. Donc on va appuyer et faire de la pub pour que ce soit le cas. Moi, j'ai fait déjà un post Instagram, j'espère que ça peut aider à mon petit niveau à demander à H. Dungo de nous écrire d'autres choses. Allons-y. Voilà, mais j'ai réussi en 30 minutes. Hein. C'est compliqué de faire quelque chose de court quand j'ai tant aimé tant de lectures en février. Je pense qu'on peut dire que j'ai fait vriller ma palle parce que je crois que j'ai lu 13 romans, dont 3 audios. Et j'ai lu 7 ou 8 graphiques. Donc j'ai vraiment pas mal lu en février. Il faut dire que j'ai eu pas mal de moments seuls. J'espère que le mois de mars sera aussi riche en belles lectures et que pour vous aussi. Voilà, donc je peux que vous souhaiter de découvrir de jolis livres. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé des livres autant que moi ou si justement vous ne les avez pas aimés, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On peut partager nos avis de façon respectueuse. Et puis voilà, je vous souhaite un beau mois de mars de lecture et on se retrouve dans une vidéo mensuelle des 3 préférés début avril. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et très belle lecture.